votre coordinateur ici, je crois qu'il parle beaucoup de langue malienne maintenant. Parce que je le rencontre dans tellement de cérémonies que... heureusement que lui comprend nos problèmes. Il n'est pas comme certains qui sont envoyés ici juste pour faire les rapports. Parce qu'il y a une chose de faire des rapports, il y a autre chose de connaître la réalité de la vie des gens. Et je crois qu'il joue parfaitement ce rôle ici. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je dois le féliciter devant vous et vous dire que pour l'instant, en tout cas, nous sommes satisfaits de son travail. C'est une mission particulière. Il y a beaucoup de missions du système des Nations Unies. Et les missions du PNUD ont un caractère particulier pour nous. Ce n'est pas pour rien que j'ai tenu à être avec vous ici. J'étais hier à Ségou. Je suis venu, j'ai une activité avec le président. Malgré les problèmes de santé, j'ai tenu à venir vous rencontrer pour un certain nombre de raisons. Et les développements que vous venez de faire m'ont convaincu qu'il fallait cette rencontre. Même si elle n'était pas là, il fallait la créer. Il fallait que j'entende ces messages-là de vous-même. Parce qu'on n'a pas souvent entendu ce genre de messages. De portée historique, de portée économique, de grande portée politique, des missions, des messages, on parle du passé pour regarder l'avenir. C'est souvent ce qui nous manque. Tout de suite, j'ai fait une remarque à mes collaborateurs qui n'étaient pas tellement diplomatiques. En général, c'est après le départ des étrangers qu'on parle à ses collaborateurs. J'ai tenu à le faire pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit ici à la primature. Il faut une rupture de la façon de faire. Il faut de nouveaux paradigmes. Et dans vos discours, c'est ce que j'ai ressenti. Vous savez, moi, je suis un ingénieur de télécommunications par formation, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire des Africains. Vous avez parlé, monsieur l'envoyé spécial, le secrétaire général, de la division de l'Afrique. Effectivement, la conférence de Berlin, qui s'est tenue le 15 septembre 1884, et s'est terminée en janvier-février 1885, on a décidé du partage de l'Afrique. À cette rencontre, il y avait à peu près 14 puissances les plus puissantes dans le monde. Mais il y a 3 ou 4 qui commandent. En ce moment, c'est la France et l'Angleterre. Les Américains étaient là. Ils ont juste dit qu'ils sont surpris quand on parle de l'Afrique, il n'y a aucun Africain. Bon, les autres acceptaient, c'est les 2 qui dictaient les conditions. Donc les acteurs qui ont tiré les épingles du jeu, c'est la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne. Le roi Léopold a eu le Congo comme propriété, ça lui suffisait. Bismarck est apparu comme le grand organisateur du monde, le vizir qui décide de l'avenir de l'Afrique. Les Français et les Angleterre avaient fait pousser leurs pions. Vous savez que quand vous lisez les conclusions de la conférence de Berlin, nulle part ils n'ont parlé de colonisation. Ils ont dit la France a sa mission civilisatrice. L'Angleterre, les 3 C, le christianisme, le commerce et la civilisation. Donc c'est ce qu'il y avait dans les conclusions. Mais les vraies intentions, on ne les a pas écrites. Mais quand ils sont venus, donc j'ai oublié, ça c'était la première conclusion, ce que je vous avais dit là. La deuxième, c'est de dire qu'en Afrique, il y a 2 grands fleuves, le Congo et le Niger.
ils vont aider à réglementer la circulation sur ces fleuves. Voici les grandes conclusions de la conférence de Berlin. Mais quand ils sont arrivés à découper l'Afrique, on a tué les personnes, on a tué les chefs. Lorsque dans une tribu, on voit un chef, on dit à ton frère qu'il est plus beau, celui qui doit être président, celui qui doit être le chef, on lui donne des armes pour tuer son frère. Quand ils sont sûrs qu'il a fini, il vient rendre compte qu'il a tué son frère, au retour on le tue. Et la tribu n'a plus de chef, ils la prennent. Ils voient certains chefs, ils négocient avec eux pour leur donner des terres, pacifiquement. S'ils acceptent leur domination, ok. S'ils refusent, on le tue, on prend les terres. C'est comme ça que l'Afrique a été dépecée. Donc, mission civilisatrice, christianisme, commerce, civilisation. Nulle part, on a dit les vraies intentions. On a fait 70 ans dans ça. Après, il y a eu les 2 guerres mondiales. La France et l'Angleterre étaient obligés de faire recours aux Noirs des colonies pour faire la guerre, comme des chairs à canon. On a amené les Africains, je parle du cas de la France, en grand nombre. Et là-bas, les Africains ont découvert que les autres ne sont pas plus courageux qu'eux. Ils ne sont pas plus intelligents. Souvent, c'est les Africains qui montent à l'assaut quand c'est difficile. Ils mouraient en grand nombre. Les Français ont constitué ce qu'ils appellent les tirailleurs sénégalais. En fait, c'est tous ceux qui viennent des colonies, ils ne viennent pas du Sénégal seulement. Et ils sélectionnaient pendant la pénétration coloniale les peuples où il y avait beaucoup de résistance militaire. Donc, ils sont braves pour la guerre. Beaucoup ont été pris du Soudan. C'est pourquoi parmi les tirailleurs sénégalais, la langue de communication, c'était le bambara. Ils étaient nombreux ceux qui sont venus du Soudan. Les Français leur ont dit, après l'indépendance, la France se bat pour son indépendance. Après, vous aurez la liberté. Les Africains se sont battus. La France défaite. Tous les Français ont fui. Les dirigeants ont pris leurs femmes. Ils ont fui leurs enfants. Ceux qui sont restés, ils sont soumis à l'Allemagne. Et la capitale de la France libre, en 1944, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville. La capitale de la France libre en 1944, c'était Brazzaville. C'est les Africains qui ont restitué aux Français leur honneur et leur dignité. Quand la guerre est finie, tous les officiers intelligents et braves, on s'est organisé pour qu'on ne voit pas dans les photos l'entrée des militaires français à Paris. Il n'y a pas de noirs là-dedans. Il n'y a que De Gaulle avec des militaires blancs. Il n'y a pas de noirs quand Paris a été libéré. Mais ça n'a pas suffi. Les officiers, les militaires intelligents, braves, courageux, on a trouvé des artifices pour les éliminer tous. Et ceux d'entre eux, quelques militaires qui sont allés au Sénégal, sur la base de Tcharoui, ils ont juste demandé leurs droits. Ils n'ont pas demandé des avantages. Les mêmes droits, ils se sont battus avec les Français. On les a tous tués, massacrés pour la leçon. Depuis, l'idée, c'est que les Africains ne peuvent pas, comme l'Angleterre et l'Union soviétique, ont poussé à la décolonisation pour casser les empires parce qu'ils avaient besoin de monter eux aussi. La Hollande, l'Espagne, l'Angleterre ont décolonisé. Les Français ont décidé de partir, mais en restant. Partir tout en restant. Et ils sont rentrés dans des combinaisons institutionnelles.
l'Union française, la fédération avec l'Afrique, ils ont proposé à toutes les colonies africaines, on va faire une fédération. Vous allez avoir votre État. Tout va se régler chez vous. Mais la défense, la politique étrangère, l'enseignement supérieur, c'est en France. Tout le reste, vous faites comme vous voulez. On a fait toutes les années 50 dans ce débat. À la fin, quand ils ont vu que l'histoire s'accélérait, les Africains s'écoutaient, donc les gens ne vont pas accepter. Ils ont décidé de donner l'indépendance à tout le monde. C'est pourquoi les pays africains, 1960, 61, 62, on a tous donné. Et vous savez, le premier ministre français de son temps, il s'appelle Pierre Mesmer. Il était auparavant un gouverneur des colonies. Voici ce qu'il a écrit dans ses mémoires. Il dit qu'en 1960, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, ceux qui le demandaient avec le moins d'intransigeance. Mais avant, ils ont pris soin d'éliminer politiquement et physiquement tous ceux qui demandaient l'indépendance avec intransigeance. C'est écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Donc, quand on a organisé, ils se sont organisés. Éliminer politiquement, c'est quoi? Ils ont organisé des élections. Tous les chefs politiques qui étaient contre eux, ils ont fait perdre leur parti. Sauf en Guinée, ils n'ont trouvé personne pour dire qu'il n'est pas d'accord. Maintenant, ceux qui ont gagné les élections, ils leur ont donné le pouvoir. Parce que leur parti n'était pas contre la France. Ils voulaient l'indépendance, mais ils n'étaient pas contre. Donc une élection indirecte. C'est pourquoi tous les présidents de l'indépendance, là, personne n'a été élu par les populations. Il est chef de parti, son parti a gagné les élections, il est devenu président. Maintenant, les pays où ça n'a pas marché, au Cameroun, où l'Union des populations du Cameroun, l'UPC a gagné, les Français ont déclenché la guerre. Ils ont tué des millions. On a brûlé au lance-flammes des villages entiers. Les dirigeants ont été tués au maquis. D'autres ont été empoisonnés dans les restaurants en Europe. Jusqu'à ce qu'ils finissent avec tous les contestataires. En Algérie, des villages entiers ont été rasés. Des millions de personnes sont mortes. Et l'Afrique est indépendante. Maintenant, il nous faut les présidents africains installés. Ceux qui voulaient se mettre au service de leur population. Qui ont compris qu'ils ont intérêt à travailler pour leur peuple. Quand ils ont commencé à porter leurs sentiments nationalistes, c'est comme quelqu'un qui clignotait à droite avec De Gaulle. Maintenant, il a compris, il a décidé de virer à gauche. On a organisé le sabotage des pays, de leur économie. D'autres, on a organisé la division. Comme vous êtes du Nigeria, ils ont organisé la guerre du Biafra pour avoir accès aux ressources pétrolières, pour diviser le pays. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, tous les chefs d'État qui ont accepté de faire leur jeu, quand ils n'avaient plus besoin d'eux, ils les ont jetés comme du chiffon. Le président du Gabon n'a même pas été soigné en France, il est mort. Le président de Côte d'Ivoire, on l'a tenu comme il peut. Comme lui, tout le monde le respectait. Le Biafra n'a pas survécu comme État parce que les pays africains ont compris. Le Niger aujourd'hui, contre lequel des Européens veulent pousser le Nigeria à prendre des sanctions. Les officiers du Niger, le peuple du Niger a refusé. Ils ont aidé le Nigeria à garder son unité. Le président qui était là-bas, en réalité, ils ont tout fait pour l'avenir au pouvoir, mais il a compris, vous savez, le nationalisme, la fierté des Africains sort toujours. Sinon, celui qui en a fait perdre au Niger était plus populaire que lui. C'est pourquoi quand les notables du Nigeria, les officiers supérieurs, nous on est informés, les militaires, les sénateurs ont dit au président pas de sanctions contre le Niger.
je leur ai dit bravo. Ça, c'est des leçons d'histoire. Parce que ceux qui veulent pousser le Nigeria dans des sanctions contre le Niger aujourd'hui, ce n'est pas pour la démocratie, c'est pour leurs intérêts seulement. Vous avez parlé du Mali. Vous savez, il y a la fédération du Mali, comme vous êtes sénégalais. Vous avez le nom Mali, c'est un Sénégalais, c'est Senghor qui a donné le nom Mali. À la mémoire du grand empire malien. Quand il y a eu la fédération entre le Sénégal et le Mali, le mot Mali est venu de Senghor, en mémoire de l'empire du Mali. Mais ils ont joué pour casser, pour des raisons politiques. Parce que vous connaissez l'orientation politique de Senghor. Il parlait le grand français, il disait aux Africains qu'ils demandent l'indépendance immédiate, mais ils étaient d'accord, mais ils n'ont pas dit l'indépendance immédiatement. Il a cligné à droite, il est allé à gauche. Vous avez vu? Les Français ont tout fait pour casser la fédération. Les ambitions des Africains ont joué. Parce que dans la même nuit, ils ont reconnu la fédération. Et le lendemain, De Gaulle invite les présidents Mamadou Dia et Modibo à Paris pour parler avec eux. Donc, il faut, si on regarde l'histoire, c'est très facile de comprendre. Ce que Joseph Borrell a dit en 2023, si tous les dirigeants européens pensent comme ça des Africains. Donc, ils sont venus, tous les dirigeants, que vous soyez à gauche ou à droite, on a créé les partis uniques. Parti unique au Mali, ils sont tous venus à la suite du multipartisme, de la démocratie pluraliste. Mais ils ont tous imposé les partis uniques. Dans tous ces pays-là. Ceux qui se sont opposés, ils les ont éliminés. Tous. C'est ce que vous faites à dire souvent aux dirigeants de l'Afrique progressiste quand ils se plaignaient des Sud-Africains. Mais vous faites bon, il leur a dit un jour, mais au moins les Sud-Africains, ils ont gardé Mandela vivant. Mais vous, qui a gardé votre opposant vivant? Démontez-moi. Vous avez tous éliminé vos opposants. Donc, que vous soyez à gauche ou à droite, on vous a tous mis dans le même moule. Ils ont continué avec les mêmes personnes. Ceux qu'ils ont pu faire tomber, on les a fait tomber. Ils ont fait 30 ans. Après, on s'est levé. Le prix du cacao, le prix de l'or, le prix du poisson, tout ce qui est en Afrique, on a divisé les prix par 3. Les prix se fixent à Londres. Le prix de l'or, du diamant, de tout c'est à Londres. On a divisé les prix par 2 ou 3. Ce qu'on a appelé la chute des termes de l'échange. Donc les gouvernements se sont retrouvés du jour au lendemain. Celui qui avait $1000 s'est retrouvé avec $300. Or, la population augmente. Les besoins augmentent. Donc les médias ont commencé à formater les esprits. C'est parce que c'est des dictateurs, c'est des voleurs qui dirigent vos pays. Mobutu Sese Seko était le centre de la politique de l'Occident de l'Afrique. Tous les mouvements de libération. C'est là-bas qu'on préparait la lutte. On a assassiné Lumumba, on organisait tous les mouvements qui étaient contre la libération, c'était au Zaïre. Mais quand ils n'ont pas eu besoin de lui, ils ont dit en Europe c'est un dictateur, c'est mauvais, et tout le monde s'est mis à dire la même chose parce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Les Omar Bongo, on a commencé à dire les biens mal acquis en France, mais ils ont été acquis quand? C'est dans leur banque. Les autres ont su intelligemment jouer les Senghor, les Houphouët-Boigny jusqu'à quitter la scène sans trop de vagues. On a dit à tout le monde, tous les problèmes de l'Afrique, là, c'est la démocratie. C'est parce que vous avez des dictateurs. Il faut qu'ils quittent. C'est eux dont les élèves, les intellectuels, les syndicats. On dit qu'il faut augmenter les salaires par 2. Et Radio France dit oui, d'après nos statistiques, les ressources peuvent être augmentées par 2. Donc les syndicats demandent, les intellectuels demandent, les élèves demandent. Le gouvernement, on divise ses ressources. Et Houphouët-Boigny a dit aux Occidentaux, dans 30-40 ans, les Africains ne vont pas accepter ce que vous faites. Les prix du cacao, les prix des matières premières ne seront plus fixés en Europe, mais c'est en Afrique. On va discuter d'égal à égal. Fin des années 90, les Houphouët, Mobutu est allé à l'ONU
pour parler des guerres ethniques qui provoquent dans le sud de son pays. Et on organise la conférence de la Baule, on dit qu'il faut aller à la démocratie. Donc, tous les chefs d'État apparaissent comme des dictateurs. Donc, tous les problèmes du pays, nous pensons tous, même quelqu'un qui a mal au ventre, il dit que c'est le président, parce que c'est un dictateur. Il a mal à la tête, il dit parce qu'il a un dictateur. Or, ce dictateur-là, tout ce qu'il faisait de mal, mais l'argent va chez eux, ce qui est volé, c'est chez eux, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui. Donc, on formate les esprits. Un Malien, quand il se réveille, le matin, la première des choses, il ouvre Radio France Internationale. Nigeria, il ouvre BBC, Voice of America. La France met 600 millions d'euros. L'Angleterre près d'1 milliard d'euros. Uniquement pour les radios, pour les Africains. Comme ça, on formate depuis l'enfance. Les intellectuels, dès que tu te lèves, tu ouvres RFI, Télé, France 24, au Nigeria, CNN, on ouvre Voice of America, on ouvre BBC. Donc, au fil des années, on formate la pensée, la façon de voir le monde des Africains. On fait un temps, les gens sont formés, on nous dit que c'est la démocratie. Or, aucun de ces pays, dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est développé à partir de la démocratie. C'est quand ils se sont développés, ils sont devenus riches, qu'on a commencé à rendre la vie plus paisible pour les hommes. Le vote même, au début, en France, c'est en 1952 que les femmes ont commencé à voter. C'est ce qui comprend le sens du vote. Un affamé qui n'a pas à manger, il meurt de faim, vous lui donnez 2 kilos de riz, mais il vote pour vous. Il ne vote pas pour vos convictions. Ou bien vous voyez des leaders politiques qui font des puits dans les villages, ils font des routes, ils font des ponts. Mais en France ou aux États-Unis, est-ce que le président va faire des ponts ou des routes? Un homme politique, c'est un agitateur d'idées. C'est en Afrique qu'on voit un chef de parti qui va faire un pont dans un village, il donne à manger. Mais c'est la corruption. Donc, dès le bas âge, on apprend les gens. La démocratie est liée à la corruption. Tout est lié. En fait, c'est pour nous formater les cerveaux. Aucun pays, moi je l'ai dit ici à l'ambassadeur de Corée, il est venu ici, il m'a parlé un peu des 2 grands problèmes qu'ils avaient dans leur pays, après la Seconde Guerre mondiale. La faim et l'accès aux technologies. Ils ont résolu en 5 ans le problème de faim, définitivement. Personne n'a faim dans leur pays. Et aujourd'hui, c'est un pays phare en nouvelles technologies. Mais tout ça, ce n'est pas sous des démocraties que c'est venu. Au début, ce n'était pas des régimes démocratiques. Un pouvoir démocratique, pour qu'un pouvoir soit légitime, il y a des conditions qu'il doit remplir. Premièrement, assurer la sécurité physique de ses citoyens. Un pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Deuxièmement, assurer sa sécurité alimentaire. Un pays où les citoyens ont faim, il ne peut pas être digne. Assurer sa sécurité en l'éduquant. Quand l'homme vit, il mange bien, il est bien éduqué, il est bien soigné. Voici les éléments de légitimation d'un pouvoir. Quand un peuple est bien éduqué, j'ai dit à l'ambassadeur de Corée, aujourd'hui votre peuple est bien éduqué. Il peut se lever et renvoyer un président. Mais au début, ce n'était pas ça. Il fallait d'abord les nourrir, qu'ils n'aient plus faim, qu'ils soient éduqués, qu'ils comprennent. En ce moment, on est à la démocratie. Parce que le peuple fait son choix en connaissance de cause. Mais quand vous avez 95-98% de la population qui a faim, qui meurt de faim, vous amenez 2 kilos de riz et le bulletin de vote. Vous lui donnez le kilo de riz, il te donne le bulletin de vote. Il n'a pas voté pour des convictions. Il a voté pour ne pas mourir de faim. Or, c'est ce qu'on se fait chez nous. La pauvreté s'accentue. On dit la démocratie et on trouve une élite, une petite élite qui devient leur interlocuteur. Il fait 5 ans, 2 fois 5 ans, il s'en va. Mais quand ils étaient à notre niveau de développement, il n'y a pas de limitation de mandat chez eux. Tant que le peuple veut, il te prend.
Quand ils ont atteint un niveau de développement, ils ont changé. Ils ont mis, tu fais 55. Mais chez nous, c'est fait pourquoi? Parce qu'ils ont corrompu l'élite. Quand vous faites 10 ans, ils ont fini de vous exploiter. Vous avez transféré tout ce que vous avez volé dans leur pays. Les maisons, l'argent. Vous partez, un autre vient. Et c'est un perpétuel commencement. Même si vous êtes sur une trajectoire, ils vont la lever. Mais tout le monde croit à ça. Surtout lorsque celui qui a la tête, il profite. Les limitations des troisième mandats. On a embrouillé tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils ont fait 30 ans de démocratie. Remarquez seulement, je vous dis de noter, tous les pays africains où le pouvoir a changé à la suite de la conférence de la Baule, dans tous ces pays, il y a eu des guerres civiles et des coups d'État. Aucun pays n'a échappé. Aucun. Tous les pays où il n'y a pas eu de guerres civiles et des coups d'État, c'est des pays où on n'a pas pu changer le pouvoir après la Baule. 30 ans après, on dit, les démocrates, ils viennent, ils détruisent l'armée. Dès qu'ils viennent, ils désorganisent l'armée. Ils désorganisent le système éducatif. Et ils élargissent la corruption. Au bout de 30 ans, vous avez des peuples non instruits, dirigés par des corrompus, quelques-uns, mais qui sont en relation avec eux. Ils ont des maisons, ils ont des comptes, ils sont dans les avions, et ils sont bien. Il finit, il prend sa femme et ses enfants, il va chez eux. On amène un autre. Maintenant, on a fini avec ça, on a créé le terrorisme. Tous les mouvements terroristes, nous le disons, notre ministre des Affaires étrangères l'a dit, sont des créations des services secrets de certains pays étrangers. Chez nous, nous avons la preuve. Nous avons été aux États-Unis, à l'ONU. On a voulu donner les preuves. On nous en a empêchés. Les mouvements terroristes au Mali sont des créations des services secrets de certains pays étrangers. Toutes les guerres au Mali nous ont été importées. Les Maliens n'ont provoqué aucune guerre. La guerre, et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont à la tête des États des dirigeants qui sont faibles, qui acceptent, ils rentrent dans des négociations, 2 ans, 3 ans, après on fait un accord bancal. C'est des accords juste pour attendre que le terrorisme s'organise. J'ai donné des leçons aux Maliens hier, leçons de l'histoire. Vous savez tout ce qu'on fait en Afrique là. Les Européens l'ont vécu. En 1940, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, Chamberlain, il a été en Allemagne, signé avec les fascistes un accord de paix. Quand il est venu, toute la population d'Angleterre est sortie pour le soutenir. Même la reine. Il y a un homme qui a dit non, c'est Winston Churchill. Il a dit que vous avez été signé et une paix de la honte avec le fascisme pour éviter la guerre. À la fin, vous aurez et la honte et la guerre. Et quelques années après, ils ont été attaqués. La reine n'a eu d'autre choix que d'aller le chercher et faire de lui Premier ministre. Mais c'est lui qui a conduit la guerre jusqu'à gagner. Ça, c'est un exemple. Mais au prix de quoi? Au prix de la mort des millions d'Indiens. On a affamé les Indiens. Ils sont morts. Tout le coton, tout le riz est transporté en Angleterre pour leurs soldats. Donc chez eux, c'est un héros. Mais si vous regardez dans ce pays-là, ils vont donner un autre qualificatif, mais c'est le titre de héros qui compte. Donc chaque pays a ses héros et ses criminels. Mais nous, c'est eux qui fabriquent les héros, ils fabriquent les criminels, ils viennent nous les donner. Le deuxième exemple, l'accord entre les Russes et l'Ukraine, après 2016. Mais les pays qui l'ont parrainé, la France et l'Allemagne, mais l'ancien chancelier d'Allemagne a dit qu'ils ont signé ça pour permettre à l'une des parties de gagner du temps pour l'armée. Donc, l'accord a été signé justement pour gagner du temps. Au Mali, c'est ce qu'on a fait. On a fait signer un accord de paix pour permettre à la rébellion et au terrorisme de s'étendre en Afrique.
en 2013, quand la France intervenait au Mali, François Hollande, le président de la République française, a dit, in extenso, je vous appelle, il l'a dit ici, il l'a dit au Qatar, l'objectif de l'opération Serval, c'est de détruire le terrorisme, d'aider le Mali à recouvrer l'intégrité de son territoire et appliquer les résolutions des Nations Unies. 2013. En 2020, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris 80% du territoire. C'est étendu en Côte d'Ivoire, c'est étendu, a commencé à arriver au Togo, au Bénin. Donc ce qu'il a dit était faux. L'intégrité du territoire, c'est l'armée française qui a empêché à l'armée malienne de rentrer à Kidal à partir d'Anefis. Ils ont créé une enclave au nord du Mali. C'est dans cette enclave que les terroristes se sont entraînés pendant 2 ans. Après, ils ont répandu au centre. Le terrorisme est venu au centre du Mali. Or, au départ, en créant la MINUSMA, ce n'était pas prévu que la MINUSMA aille au centre. La MINUSMA est venue au centre, le terrorisme est venu au centre. On a oublié le nord. Pendant ce temps, les rebelles avaient des mines d'or qu'ils exploitaient. Les main-d'œuvre venaient du Soudan, du Tchad, des milliers, des bases, des mines d'or sont exploitées. Ils ont des jugements, ils ont des prisons. Le président du Mali ne peut pas aller à Kidal sans l'autorisation des rebelles. Le gouverneur de la République du Mali à Kidal, sa sécurité est assurée par les rebelles. Il refuse que ce soit l'armée malienne. Mais voici la situation qu'on a vécue. Mais pendant ce temps, il y a les discours, RFI a dit, BBC a dit, CNN a dit, ainsi de suite. On continuait. Et le Mali s'est trouvé dans une situation, je veux que vous compreniez bien. Un malade qui a mal à l'oreille, on lui prescrit des médicaments. On lui dit dans 2 ans, ça finit, l'accord de la paix. Au bout de 7 ans, la maladie a gagné tout le corps. Ou bien le malade attend la mort, ou il se lève, il change de médecin, il change d'analyse, il change de prescription, ou il change tout. Au Mali, nous avons décidé de changer tout. Et ce changement aussi, on ne l'a pas décidé comme ça. Nous avons dit tout simplement, nous allons diversifier nos partenaires. Parce que nous avions 50 000 forces armées sur le territoire malien. 50 armed forces en Malian territory. Terrorisme avance. Donc il y a un problème. Le président sénégalais, mon cadet Macky Sall, je l'ai interpellé récemment, parce qu'en 2019, c'est le même qui s'interrogeait dans une conférence internationale sur la sécurité. Il dit, mais comment il y a 50 000 hommes au Mali et le terrorisme progresse? Mais cette année, quand on a dit à l'aménagement de parti, il dit, mais si l'aménagement part, comment les Maliens vont vivre? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autonomie de réflexion et de décision. Pour le même pays, la même personne, la même situation. Au Mali, nous avons décidé d'être autonomes, de conquérir la dignité, la souveraineté du Mali. Nous avons dit on va diversifier nos partenaires. Est-ce que vous imaginez, même des lunettes à vision nocturne, l'État malien ne pouvait pas acheter. Des lunettes à vision nocturne. On ne peut pas acheter des avions de combat. On ne peut pas acheter des hélicoptères. On tue nos populations. 140 morts. Tout le monde regarde. Je vous donne un exemple. À la base de Ndéliman, en 2019, l'aménagement a financé une base. Elle a été construite par Barkhane. Ils ont oublié dans le désert de faire un puits, un forage. Oublier, c'est entre guillemets, parce qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur pour savoir que dans le désert, d'ailleurs dans la vie tout court,
le premier besoin de l'homme, c'est l'eau. Donc les soldats maliens, ils sortent, ils vont dans les camps, ils vont dans les hameaux touaregs pour chercher de l'eau. Ils vont dans les puits. Les terroristes les étudient bien. Un jour, ils viennent tomber sur les soldats. Ils les tuent tous. Ils mettent des explosifs dans le camion. Ils portent leurs habits, vont rentrer dans le camp. Ils font exploser. Ceux qui ne sont pas morts ont fait 7 heures de combat. 7 heures. L'aménagement et Barkhane ont refusé de donner leur avion pour apporter l'appui. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Barkhane dit qu'ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Ils ne vont pas aller dans un camp. Tous les soldats sont morts. On a fait une fosse commune, on les a enterrés, le président allait pleurer et c'est fini. Un jour, des gens tombent sur un village à Ogosago. On tue 140 personnes, des femmes, des enfants, on les tue tous. Il n'y a pas de solution. Un simple avion de transport de troupes qu'on a acheté avec l'Espagne, on l'a bloqué aux États-Unis. On a fait 1 an pour chercher un simple avion de transport de troupes. Le Mali sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères de combat. Il y a des hommes politiques, des dirigeants avec qui détournent l'argent des 4 hélicoptères. L'argent, certainement, c'est dans leur banque. Les 2, on prend des vieux hélicoptères qui appartiennent à des étrangers. On met la peinture, on les vend au Mali, au prix du neuf, avec la complicité de certains hommes politiques. Parce que la corruption, ils l'ont mis dans tous les segments de la société, jusque dans la hiérarchie militaire. Donc, c'est formé au Mali une oligarchie plutocratique, où il y a des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des juges, des militaires. L'autre pays a été pris en otage, avec des gens qui ont 2, 3, 4 nationalités. Et la situation continue de s'empirer. Donc les Maliens ont dit, on ne peut plus continuer. C'est ça qui a justifié le soulèvement des Maliens, qui a été parachevé par l'armée. Et ce que je vais vous dire, les militaires avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, c'est des militaires qui étaient à la porte de Kidal quand on leur a interdit de rentrer à Kidal. Ils ont vu tous les doubles jeux de la communauté internationale, toutes les trahisons. Ils ont attrapé des terroristes qui avaient des réserves d'aliments, d'armes venues de l'étranger. Ce sont ces gens-là qui sont venus. Ils ont compris le message du peuple. On a renversé le régime. Ce n'est pas des gens qui se sont levés comme ça, ils ont quitté la caserne, ils sont venus prendre le pouvoir. Tous ceux qui pouvaient être corrompus les ont corrompus. C'est tous des colonels qui ont quitté le front. Certains étaient des otages des terroristes. Ils ont fait des mois, c'était des otages. L'actuel président, il était en otage, en captivité. L'actuel ministre de la Défense, c'était un ancien otage. L'actuel président du Conseil national de transition, c'était un ancien otage. C'est des hommes qui ont fait la guerre au nord pendant 10 ans. Ils ont fait la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations militaires. Donc ils sont venus, ils ont compris, les Maliens mouraient. On mène des forces de l'ordre qui vont tirer dans une mosquée pour tuer des citoyens. Mais ça, c'est pour donner des arguments aux terroristes. Tuer dans une mosquée des fidèles. Ils n'étaient pas dans la rue. Et c'est déjà envoyé par le pouvoir. Donc tout a été fait pour étendre le terrorisme. Le président du Burkina, l'ancien président qui est parti maintenant, mais c'est chez lui qu'il y avait les négociations. Parce qu'on lui avait mis dans la tête que s'il joue le jeu des terroristes sponsorisés, il va rester au pouvoir. Heureusement, son peuple a compris. Et c'est pourquoi au Mali, les érudits disent, et je préfère que tous les chefs d'État africains l'entendent, le Mali, c'est une terre bénie. Tout homme politique, africain, étranger, malien, qui se met à comploter avec des étrangers contre le Mali, il va le payer cher. Tous les hommes politiques qui ont été impliqués, ils ont payé. Ceux de l'étranger qui sont mis là-dedans, ils sont tombés. Mais récemment, le président, l'ancien président du Niger, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit de ne pas se battre contre les terroristes, que les terroristes sont plus forts que nos armées. C'est une perte de temps. Mais en théâtre d'opération, un officier qui se permet de dire aux autres, ne vous battez pas, les autres sont plus forts que vous. Mais il pactise avec l'ennemi. Un président d'un pays, chef suprême des armées, qui dit à son armée, les terroristes sont plus forts que vous. Voici le sort que les Occidentaux ont réservé au Mali et à l'Afrique. Au Mali, nous avons dit non. C'est pour cela que moi, je suis très content que les Africains que vous êtes dans les organisations internationales, que vous compreniez ce qui se passe au Mali. C'est différent du narratif qui est raconté dehors. C'est pour sauver le Mali. Et aujourd'hui, toute l'Afrique regarde le Mali. Vous l'avez bien dit. Tous les Africains conscients savent ce qui se passe au Mali. Parce qu'ils voient que le terrorisme, il ne fait que grandir. Parce que le plan, le Nigeria, le Mali, le Niger, le Burkina, après le Togo, tout va être le terrorisme. Et après, les Africains vont confier leur sécurité à l'étranger. Pendant qu'on serait en train de se tuer, on exploite tout, on amène à l'extérieur, comme dans l'est de RDC. Je vous dis qu'il y a des mines d'or au Mali qui sont exploitées. L'or va, on ne sait pas où. Les rebelles avec lesquels ils travaillent, ils prennent, ils viennent corrompre une certaine élite, les membres de l'oligarchie. On fait tout pour nous saboter. Nous avons dit on va multiplier nos partenaires. Les Français ont dit non. Si vous multipliez vos partenaires, nous on va partir. Nous leur avons dit de partir. Ils sont partis, il n'y a rien eu. Ils ont amené Serval. Serval est devenu Barkhane. Ils ont amené G5 Sahel. Ils ont amené Takuba. Le terrorisme ne faisait que s'étendre. Quand Macron a été au sommet de l'OTAN, on l'a interrogé, quelle est la base juridique du G5 Sahel? Il n'y en avait pas. Il est sorti à la télé, il a menacé les chefs d'État africains pour leur dire de venir à Pau pour signer l'accord. Donc c'est a posteriori qu'on régularise. On avait des bases militaires qu'on ne savait pas. On a amené Takuba. C'est venu sans autorisation légale. Et on a commencé à envoyer les pays de l'Union européenne. Les Danois sont venus, on leur a dit, mais qui vous a autorisé? On a dit de quitter notre pays. On a fait du bruit, on a calomnié le Mali, mais les Danois sont partis. Parce que le nord du Mali allait être un lieu d'entraînement des forces spéciales des pays européens, sans autorisation, ou avec un gouvernement faible, corrompu. Nous avons mis fin à tout ça. On avait une réunion du G5 Sahel qui devait se tenir au Mali, une réunion tournante. Quand le tour du Mali arrive, on ne tient pas la réunion. Le G5 Sahel, c'est le Burkina, le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie. Mais c'est un pays étranger qui dit qu'on ne peut pas faire la réunion au Mali. Mais nous avons dit qu'ils n'ont qu'à prendre leur passeport et partir. On n'a plus besoin d'eux. G5 Sahel est parti, Barkhane est parti, Takuba est parti, et il n'y a rien eu. En Bambara, on dit chien Moboulika Bafanka. Ça veut dire que la poule qui est sur les œufs là, même elle n'a pas sursauté. Donc ça n'a servi à rien. Parce que ces gens-là étaient chez nous pour nous tromper. Et aujourd'hui, avec la coopération avec notre partenaire stratégique, la Russie, nous avons des hélicoptères, nous avons des avions de combat, nous avons des missiles. Avant, on survolait notre territoire sans autorisation. Personne ne survole plus le territoire malien sans autorisation. On venait avant avec des avions. Quand les services aéronautiques détectent, ils éteignent les transpondeurs, ils descendent sur le territoire, ils laissent des bagages, ils s'élèvent la nuit, ils s'en vont ailleurs. Maintenant, personne ne... Tu viens sur notre territoire sans notre autorisation, on te fait descendre. Même hier, on a descendu un avion à notre aéroport. On est en train de chercher à clarifier qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Un avion qui quitte je ne sais où, sans autorisation, il veut descendre chez nous, on l'a renvoyé. Il va au Ghana, on le renvoie là-bas, il vient atterrir chez nous. On l'a pris, on va savoir ce qui se cache derrière.
C'est pourquoi il y a cette campagne-là contre le Mali. Sinon, nous n'avons rien demandé. On n'est contre personne. Et c'est pour cela que quand récemment notre ministre de l'Environnement nous a dit qu'il y a une conférence africaine sur l'environnement, pilotée par le PNUD, on en a parlé en Conseil des ministres. Moi, j'ai applaudi. Parce que j'ai dit, ça c'est une organisation effectivement au service du développement. Parce qu'ils viennent parler d'environnement, de pauvreté, comment lutter. C'est de ça que les Africains ont besoin. Et pas des combinations militaro-politiques avec des oligarchies corrompues qui sont en train de nous vendre et vendre notre histoire. Cette rencontre, le président a donné son autorisation. Nous avons dit que c'est une preuve de courage. Venir à une conférence au Mali aujourd'hui, c'est un acte de foi, c'est un acte d'engagement pour le développement, pour la lutte contre la pauvreté. C'est différent des officines qui viennent nous tromper, faire la politique. Donc je voudrais vous féliciter, madame, et vous dire que vous serez accueillis à bras ouverts au Mali. Messieurs, tous ceux qui viennent pour nous aider vraiment à réussir notre mission, nous sommes toujours prêts à collaborer avec vous. Et le secrétaire général des Nations Unies, vraiment ceux qui sont là, le coordinateur des bailleurs de fonds, dites-vous que le gouvernement malien est dans de très bonnes dispositions. Et c'est pourquoi j'ai dit que votre représentant a tout notre respect aujourd'hui. Parce qu'il fait son travail, il ne se mêle pas de nos problèmes politiques avec d'autres qui veulent nous subjuguer et nous pousser. Donc ce que je voudrais que vous fassiez, vraiment, madame, monsieur, inventez l'histoire. Ces peuples qui souffrent, quand ils vont se développer, ils savent que c'est votre rôle. Inventez l'histoire de tout ce qui est bien pour le Mali. Créer des grands projets pour le Mali. Aider le Mali à se développer. Les Africains vont prendre l'exemple sur ce pays. Je suis presque convaincu de cela. Vous savez, dans notre pays, on est un pays de grande civilisation, historiquement. Et je suis sûr que ce n'est pas pour rien que ce tournant historique que l'Afrique est en train de prendre jaillit à partir du Mali. Vous avez tous les Africains, même ceux qui apparemment faisaient le jeu des Occidentaux. Souvent c'est par peur, parce qu'ils les éliminent, ils les empoisonnent, on les pousse à commettre des fautes politiques. Mais en réalité, même ceux qu'on pense faire leur jeu, ils ne sont pas d'accord avec eux. Moi, je vous ai dit, quand vous faites Boigny leur a dit que le prix des matières premières ne sera plus fixé ailleurs. Mais on a décidé de la conférence de la boule. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les Africains arrivent un jour, que les prix du cacao soient fixés à Abidjan ou à Accra. Les prix de l'or au Ghana ou dans un autre pays, Accra ou ailleurs. Les prix du coton au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs. C'est en ce moment qu'ils vont commencer à parler d'égal à égal. Vous savez, un Malien m'a dit récemment, parce que depuis 2015, moi j'avais cette conviction, après une certaine analyse, je lui ai dit que les patriotes maliens vont se retrouver un jour pour arrêter cette comédie. Et on a continué les contacts. Quand je suis devenu Premier ministre, je l'ai invité parmi les premiers. J'ai dit, bon, maintenant, on a des patriotes qui sont à la tête de l'État, le président et ses compagnons. Travaillons politiquement pour les aider, pour que notre pays sorte de cette situation. Parce que ceux-là ne pourront pas tenir face à la machine politique de propagande et tout. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur le Premier ministre, vous êtes un rêveur. Moi, je pense que ce que vous voulez là ne se fera jamais. Parce qu'il y a un ancien responsable politique de très haut niveau, très très haut niveau, qui leur a dit
parce qu'il fait partie des mouvements armés, qu'il ne faut pas vous tuer pour rien. Il faut préserver vos vies. Faites en sorte que je finisse mon mandat, un autre arrive et ça va continuer. Sinon, dire que la France va enlever son pied du cou de l'Afrique ou que la France va quitter le Mali, ça ne va jamais arriver. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol à Ménaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc il faut enlever ça de vos rêves. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, tu es convaincu de ça? Il m'a dit qu'il est convaincu. Il est sorti, j'ai effacé son numéro de mon téléphone pour toujours. Et je suis sûr qu'on se verra un jour. Il viendra reconnaître qu'Oumé, il a eu tort. C'est pourquoi je dis aux Maliens aujourd'hui, laissez tomber toutes vos divergences politiques. Soutenez notre armée. Parce que les militaires sont en train de restituer aux Maliens leur honneur et leur dignité. Nous allons prendre toutes les emprises militaires que l'aménagement va laisser. Malgré les malentendus actuels, parce que chaque fois qu'on s'entend sur une date, l'aménagement quitté avant, les terroristes prennent la place. Donc dans l'opinion publique, c'est des combinaisons pour leur donner les bases, mais nous allons les bouter hors de cette... Les bases là, nous allons les prendre toutes. Et l'épicentre de toutes les rébellions qui est Kidal, l'armée malienne va les prendre. Inch'Allah. Est-ce que vous imaginez que ceux qui sont à la base de cette rébellion, ils sont tous venus de l'extérieur? Ce n'est pas les Maliens d'ici. Les Arabes et les Touaregs souffrent plus que autant que les autres Maliens de la rébellion. Mais simplement parce que les chefs sont des Arabes et des Touaregs. Ils sont venus d'ailleurs. Des gens viennent, ils vendent les armes, ils sont des narcotrafiquants, ils ont beaucoup d'argent, ils corrompent la chaîne de l'oligarchie. Ils siègent dans les institutions, on leur paye de l'argent. Nous allons mettre fin à tout cela. Pendant que eux, leurs enfants sont dans les grandes écoles, à Bamako, à Paris, à l'extérieur, les populations de Kidal, depuis 10 ans, les enfants des pauvres n'étudient plus. Les gens n'ont pas à boire. Alors qu'au Mali, nous avons tout fait. L'agence nationale, l'ANICT, d'investissement des collectivités territoriales, ça s'appelle l'ANICT. Pendant 10 ans, c'est dirigé par un ressortissant du Nord. L'agent de développement du Nord, pendant 20 ans, c'est dirigé par un ressortissant du Nord. Le vice-président de l'Assemblée nationale, il est du Nord. Le président du Haut Conseil des collectivités, il est du Nord. Il n'y a jamais eu un gouvernement où il n'y a pas quelqu'un du Nord. Malgré tout, vous entendez sur RFI, on les a marginalisés. Quand la rébellion déclenchée en 1989, c'était à la fin du parti unique. Sur 10 sections du parti unique qu'il y avait dans le Nord, les 8 avaient comme secrétaire généraux et députés des ressortissants du Nord, des Arabes, des Touaregs. Personne n'en a fait un problème, parce que nous, on n'a pas ce problème dans notre pays. Mais on nous a importé. La fondation dite France Liberté a venu nous donner le poison ici. Ils ont amené dire qu'on donne des fournitures aux enfants pour les aider au gouvernement. On est allé donner les 2 tiers, les vendre au marché et accuser le gouvernement. C'était le moment où ils avaient quelques intellectuels qui faisaient passer leur message. C'était un gouvernement corrompu, il faut les changer, et ceci et cela. C'est tout ce qu'il y a au Mali. Donc vraiment, ce que je voulais vous dire, nous n'avons de problème avec personne. J'ai fait cette longue explication de sciences, de géopolitique, pour que vraiment vous compreniez ce qui se passe au Mali. Et vous dire que nous comptons sur vous. Le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Partout où les Africains ont des positions, il y va de votre honneur, de l'honneur, du respect de la fonction que vous occupez, d'investir autant qu'il faut pour que le Mali avance. Tous les pays. Vous savez, un jour, j'ai discuté avec un ami, j'ai fini avec ça, il s'est mis à me dire, ah, Senghor et ceci, comme vous êtes sénégalais, Senghor, c'est l'homme des Français. J'ai dit, vous savez, à chaque école, chaque dirigeant a ses problèmes. Moi, j'ai écrit un petit livre où Senghor disait, à propos de la France, il disait,
La France, qui est ces temps-ci fréquemment conspuée au Mali et dans tous les pays francophones, ça c'est nous qui disons, est entre guillemets, Senghor, la France qui dit bien la voie droite et chemine vers les sentiers obliques. Ça c'est Senghor qui leur dit ça. Elle parle des chantiers, la voie droite, elle chemine vers les sentiers obliques. Senghor dit la France qui invite à sa table et nous demander d'apporter notre pain, qui donne de la main droite et de la main gauche enlève la moitié, qui hait les occupants et magnifie les héros. Et c'est la même qui hait les héros africains et magnifie les occupants qu'ils sont. Ça, c'est des écrits de Senghor. J'ai dit à la personne, donc, faites attention. Les dirigeants politiques africains, ils peuvent avoir différentes couleurs. Mais le fond de la révolte contre cette domination, ça les a toujours nourris. Il y a souvent des ambitions de pouvoir, des ambitions politiques, comme les bagarres entre Senghor et Mamadou Dia, des ambitions de tout genre que l'extérieur exploite pour son bien. Je vous ai donné l'exemple de l'institution des partis uniques dans tous les pays, qu'ils soient de droite ou de gauche. Or, ils sont tous arrivés au pouvoir à la suite des multipartismes, mais ils ont tous supprimé les pluralismes. Et celui qui s'est opposé, ils l'ont éliminé. Or, le parti unique, même là où il est né en Union soviétique, à partir de 1905, ils l'ont éliminé après. C'est pour vous dire, prenons conscience de notre situation. Tous les Africains aiment l'Afrique. À chaque période de l'histoire, chacun a ses difficultés. Et vous, vous êtes dans une position centrale aujourd'hui. La conférence du PNUD qui va se tenir, c'est une conférence historique. Elle ne ressemble pas aux autres. Elle doit laisser des traces pour l'histoire. Et je voudrais vraiment vous féliciter. Votre discours m'a vraiment émerveillé. Et je me suis laissé aller comme dans un meeting, n'est-ce pas? Seulement, je vois que beaucoup ont commencé à prendre des notes. Donc, ça veut dire que vous êtes intéressé aussi par ce qui a été dit. Merci bien. Monsieur le Président, la séance est levée. On va faire une photo.